Otep à toi, jeune Africain, jeune Afro-descendant, le mois de décembre est tellement chargé, tellement riche en événements. D'abord, sache que tous les mercredis, nous serons dorénavant en live à partir de 21h, des lives pour la désaliénation des masses. Tous les jeudis, nous resterons toujours en live, mais toujours pour parler de la promotion du kémétisme, des enseignements clés. Ce mois de décembre, nous avons en dehors des lives, 2 événements par an. Le premier, c'est le village africain. Oui, comme tu le sais, chaque 2 mois, nous organisons des villages africains mettant en avant la promotion de la culture afro-caribéenne. Ce mois-ci, au niveau de la nourriture, nous ferons un clin d'œil sur la nourriture ivoirienne avec un natchi qui est parti. Je pense que les connaisseurs connaissent. Également, un clin d'œil sur la nourriture haïtienne. Donc, autrement dit, communauté afro-caribéenne à ne pas rater. Nous aurons également des stands, énormément de stands pour vendre des produits afro-caribéens, donc venant de l'Afrique et de la Caraïbe. Et puis, le must, vraiment le must, c'est un théâtre qui met en avant l'histoire de l'héroïne Solitude. Alors, viens en famille, viens ramène tes enfants qui vont découvrir l'histoire, qui vont voir un peu la culture afro-caribéenne. Et en plus, pour t'encourager à venir avec ta famille, nous avons une petite promo qui finit samedi. D'accord? Donc, vas-y rapidement, jette un coup d'œil dans la barre de description, tu auras un lien, tu t'inscris, tu réserves ta place, tu prends ton billet, et puis on t'attend le dimanche 14. Et puis, pour terminer, il y a India Jamahad, qui est la fête en l'honneur de nos ancêtres méritants, oui, à partir du 21 décembre. Mais je te reviens en vidéo, en Kouja Seneb. Lorsque les ancêtres méritants décident de nous activer, ils nous activent pour une mission précise. Ils nous activent pour faire renaître à travers tout ce qui est fait et tout ce qui sera fait, la religion de nos ancêtres de la vallée du Nil, car garante de la renaissance du peuple noir, comme ce fut le temps par le passé. Pas que les pratiques actuelles aujourd'hui du continent ne sont pas garantes de notre renaissance, mais à juste titre, si les ancêtres ont orienté vers la vallée du Nil, c'est parce que la clé est vers la vallée du Nil. Et ça, tout le monde l'a compris. En tout cas, tous ceux qui ont reçu également ces messages l'ont compris. Vous savez, nous, peuple africain vivant en diaspora, nous avons été choisis, nous avons été désignés pour entamer cette renaissance. Le problème, c'est que l'Africain ou le Noir en général, vivant actuellement en diaspora, a perdu cette conscience qui doit l'emmener, devait l'emmener à prendre conscience de cela. Je m'explique. Vous voyez, nos ancêtres de la vallée du Nil étant à un moment donné de leur histoire, quand ils ont quitté l'endroit de naissance, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, ils sont allés s'installer d'abord au Soudan. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, ils vont aller un peu plus haut. Même si en réalité, dans la carte normale, c'est un peu plus bas. Mais restons dans la configuration actuelle. Ils vont aller s'installer un peu plus haut. À la limite, aux frontières. Ils vont même dépasser un peu les frontières. Mais ils vont s'installer là. Et là, ils vont organiser toutes les sciences sacrées qu'ils ont apprises, découvertes, qu'ils ont expérimentées depuis leur base, le Soudan ancien. Et quand j'ai dit Soudan ancien, évidemment, je précise Soudan ancien pour ne pas que les gens s'imaginent le Soudan actuel. C'est un territoire qui était beaucoup plus vaste, qui s'étendait jusqu'en Éthiopie. Et donc, les ancêtres vont organiser cela et ils vont aller mettre toutes ces connaissances à profit au niveau de la vallée du Nil. Et là, tout va exploser. Ils vont bâtir de grandes pyramides, ils vont faire de grandes choses, ils vont concentrer toute la connaissance qui va leur permettre d'établir de belles choses. À partir de là, va naître officiellement la civilisation la plus puissante du monde, qui est considérée encore aujourd'hui comme la plus puissante. Parce qu'en termes de richesse, que ce soit richesse matérielle, spirituelle, technologique, si on veut comparer à aujourd'hui, ils ne font pas le poids. Ils ne font toujours pas, ils ne font malgré cela pas le poids avec nos ancêtres. Parce que nos ancêtres vivaient, constituaient une civilisation avancée. Et tout le monde le dit aujourd'hui. Tous les experts le disent aujourd'hui. Sont obligés de le dire, que la civilisation de la vallée du Nil, égypto-nubienne, était une civilisation
beaucoup plus avancée sur son temps et qui, même si elle existait aujourd'hui, serait la première et la meilleure. Mais comment cela a pu être possible? À travers ses connaissances spirituelles, à travers sa proximité, surtout, écoutez très bien, avec les divinités. La proximité de nos ancêtres avec les divinités. Ils considéraient que toutes les actions des uns et des autres, les comportements, les pensées, les paroles, tout était l'influence de divinité. Et tout était basé sur l'aspect d'une divinité, le fonctionnement d'une divinité, le rôle d'une divinité, l'influence d'une divinité, tous les choix de vie, toutes les actions que nous posons. Si par exemple, je suis une femme et que j'éduque mes enfants, je suis sous l'influence de telle divinité ou je dois aller sous l'influence de telle divinité. Si je suis un homme que je vais travailler, j'aime travailler, alors je dois aller sous l'influence d'une divinité. C'était cela. Tout était influence des divinités. Le monde divin était proche du monde physique. À quel point que ils recevaient des messages à travers leurs intuitions qui étaient très développées. Les ancêtres, les divinités les guidaient à faire tel choix. Quand ils construisent des pyramides avec des données mathématiques incroyables, indéchiffrables jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'ils enlèvent ces messages? Où est-ce qu'ils enlèvent ces connaissances? Quelles sont les divinités qui les ont accompagnés dans la construction de pyramides? Voici la question. Quand ils inventent l'écriture, quelles sont ces divinités qui les influencent? Voilà ce dont il s'agit. Vous voyez? Donc, les pratiques d'aujourd'hui, elles sont importantes en Afrique subsaharienne. Mais nous devons tous reconnaître que notre foyer civilisationnel, c'est là-bas. La clé de notre réussite, c'est là-bas. Et quand on explique malheureusement aux Africains actuels du continent, ils vous disent tous quasiment la même chose. Nous ne sommes pas égyptiens. Laissez-nous avec vos histoires d'Égypte. Voici ce qu'ils nous disent. Ils préfèrent dire qu'ils sont animistes. Mais l'animisme ne vous emmènera nulle part. Pas que c'est mauvais. Mais dans les pratiques actuelles d'aujourd'hui, dans la compréhension actuelle de l'animisme, malheureusement, les gens sont limités ou se limitent. D'accord? Sinon, le problème, ce n'est pas l'animisme en lui-même. Ce sont les pratiques des gens qui sont limitées ou qui se limitent eux-mêmes. Parce que faire uniquement le culte des ancêtres, c'est se limiter. C'est se limiter à un certain niveau d'apport, de connaissances, d'aide. Parce que les ancêtres aident. Mais au-delà des ancêtres, là, il y a un niveau où les ancêtres ne peuvent pas t'aider. Ils doivent avoir le soutien ou l'approbation des divinités. Mais tu ne connais aucun nom de divinité. Tu ne sais pas comment louer les divinités, quels sont les codes, etc. Tout à l'heure, on a dit, colonne vertébrale, c'est la Mahat. Mais si tu ne connais pas la Mahat, déjà tes ancêtres, même pour t'aider, c'est un peu limite. Et s'ils t'aident parce qu'ils t'aiment, parce que tu es leur petit-fils, tu es leur arrière-petit-fils, tu es dans les galères, ils peuvent t'aider. Mais si tu n'es pas dans la Mahat, soit ils ne le feront pas, ou soit ils le feront. Mais en même temps, ils t'emmèneront des moyens pour que tu reviennes sur le droit chemin. Vous voyez? Donc c'est important. Et je ne veux pas m'adresser aux Africains du continent. Même si je veux parler aux Africains du continent, mais pour avoir discuté avec beaucoup, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit les gens du Cameroun, que ce soit les gens du Congo, parce que là-bas c'est les trois, vous voyez, hein, comme on dit, les 3 C. Et c'est là-bas où on parle beaucoup. Les gens sont bornés. C'est normal. Ils sont dans quelque chose qu'ils ont toujours vu, ils ont toujours entendu, leurs grands-parents ont fait ça, c'est normal. Alors je m'adresse aux Africains de la diaspora, que ce soit de la Caraïbe, que ce soit ici en Europe, tous les Africains de la diaspora, parce que nous n'avons pas été influencés, je veux dire, pendant longtemps aux pratiques actuelles du pays. Donc, on a un peu un recul, vous voyez, une distance, peut-être totale, peut-être un tout petit peu, mais on a un peu un recul par rapport à ça. Et donc, ce recul doit nous permettre de prendre conscience de notre rôle. Vous savez, vous n'êtes pas arrivé ici en Europe en diaspora pour rien. Nous avons une mission précise. Même les parents de la Caraïbe dont les ancêtres ont été déportés, tous n'ont pas été déportés. Certains sont morts. Pourquoi les vôtres ont réussi? Pourquoi les vôtres ont survécu? Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Vous avez un rôle à jouer. Nous, diaspora, nous avons tous un rôle à jouer. Nous, diaspora, nous avons tous un rôle à jouer. Rappelez-vous la naissance du panafricanisme. C'était la diaspora. Et aujourd'hui, vous demandez à certains Africains du continent, ils ne savent pas cela. En tout cas, certains ne savent pas. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas. C'était la diaspora.
qui est venu remettre sur la table les connaissances de la vallée du Nil depuis, on va dire, après la colonisation, par exemple. Cheikh Anta Diop, il y a eu des gens avant lui, évidemment, des gens de la Caraïbe, des gens des États-Unis avant lui. Mais je veux dire, ceux qui étaient le plus proches de nous. Cheikh Anta Diop. Il y en a un, j'oublie son nom, j'écorche un peu son nom, je crois que c'est Mésopo. Il y a ensuite le professeur Gomez. Et il y a eu Kalala Motunde. Il y a eu d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Après Motunde, il y a d'autres jeunes, un peu moins jeunes, mais il y en a d'autres. Et il y a le Temple King. Mais tout cela, même étant nés sur le continent, pour parler du professeur Cheikh Anta Diop, pour parler de Mésopo, etc., même étant nés sur le continent, ont parlé de ces choses-là étant en diaspora. Ont appris ces choses-là sans doute étant en diaspora. Je parle aussi de Théophile Obenga, par exemple. Vous voyez. Donc, simplement pour vous dire que la diaspora a un rôle à jouer dans cette renaissance spirituelle de notre peuple. Mais malheureusement, nous avons une diaspora qui est un peu perdue. Elle ne sait pas si elle doit regarder et aller directement vers l'Afrique subsaharienne pour prendre des pratiques actuelles, ou où est-ce qu'elle doit aller. Et comme beaucoup sont un peu indécis, un peu perdus, ils vont naturellement vers le vaudou. Parce que, historiquement, etc. Ou certains vont vers le culte Congo. Parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais, selon eux, qui ont été déportés, mais il n'y a pas eu que les Congolais. La déportation, malheureusement, a touché toute l'Afrique quasiment, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. Mais les dernières vagues étaient celles des Congolais, qui, pour beaucoup, n'ont pas été mis en esclavage. Il y a eu un départ, je ne dirais pas forcément volontaire, mais on voit de l'histoire, il y a un peu de manipulation dedans. Mais il y a eu des derniers qui sont arrivés et qui sont venus comme travailleurs. Donc, la culture est restée, elle a été propagée de façon simple, naturelle. Enfin bref. Donc, simplement pour vous dire, donc, on a une diaspora qui est un peu perdue. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle regarde vers l'Afrique? Ce qui fait que beaucoup aujourd'hui, hein, je connais beaucoup de Caribéens qui vont vers le vaudou et qui font l'apologie du vaudou aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont vers le Béouti, qui font l'apologie du Béouti, d'autres qui vont vers le Cameroun, qui font l'apologie du Kudékal, d'autres qui vont aller vers le Congo, qui vont faire aussi l'apologie des pratiques spirituelles Congo, par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment son rôle, la diaspora? La diaspora a un autre rôle à jouer. Et cette diaspora, son rôle, c'est de faire renaître la religion égypto-nubienne. C'est de la faire renaître. Puisque nous avons l'avantage d'être proches de ceux qui ont pompé les connaissances. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup du continent. Nous avons l'avantage d'avoir des facilités même de nous rendre en Égypte antique. Ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup du continent. Nous avons l'avantage de la documentation, de la connaissance. Ce qui n'est pas forcément le cas de nos frères et sœurs de l'autre côté. Nous avons un avantage considérable. Vous voyez? Donc il faut prendre des bonnes décisions. Il faut faire les choses correctement en coup d'esprit.